Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour la petite période d'inactivité. Je devais sortir une vidéo il y a 2 semaines, mais je suis tombé malade et j'avais la voix cassée, donc impossible de tourner. Mais là, c'est bon, on est rétabli. Aujourd'hui, nous allons voir les rivalités les plus violentes dans le football. Quand certains clubs partagent des idéologies différentes, que ce soit dans le domaine politique, social, économique, culturel ou bien religieux, eh bien ça crée beaucoup de conflits qui se transmettent sur le terrain et même en dehors, avec les affrontements entre les supporters, les tensions entre les joueurs, etc. Dans cette vidéo, on va parler de derby régional, de rivalité. En fonction des différentes histoires des clubs, remporter ces matchs sont obligatoires. Les joueurs jouent leur vie pour défendre leur club et forcément ça dégénère. Donc sans plus tarder, on est parti. J'en ai sélectionné 10 et pour commencer, nous avons le derby de Moscou, le CSKA contre le Spartak, le plus gros match ayant lieu dans le championnat de Russie. Petite parenthèse avant de parler de rivalité, le championnat russe est assez récent puisqu'il a été créé en 92 après la dissolution de l'URSS. En effet, avant la chute de l'Union soviétique, il y avait donc le championnat du RSS de football de 36 à 91 qui regroupait les 5 clubs de la capitale, à savoir le Spartak Moscou, le CSKA Moscou, le Dynamo Moscou, le Torpedo Moscou et le Lokomotiv Moscou. Le club le plus titré de cette ligue était le Dynamo Kiev avec 13 titres et juste en dessous, il y a le Spartak Moscou avec 12 titres remportés dans l'ancien championnat. Et concernant le championnat russe actuel, le Spartak en est à 10, ce qui fait de lui le plus titré du championnat contre 6 pour le CSKA. Par contre, concernant le palmarès européen, le CSKA a l'avantage en ayant remporté une fois l'Europa League en 2005. Oui, c'est Akinfeev que tu vois ici, il a pas changé d'un poil. L'origine de la rivalité est donc sociale. On a d'un côté le CSKA Moscou, qui a été le club de l'armée rouge, et de l'autre le Spartak, considéré comme le club le plus populaire de Russie, qui représente le peuple. C'est donc un affrontement symbolique qui oppose le pouvoir politique à la révolte populaire, et donc forcément quand ils s'affrontent, et bah déjà l'ambiance elle est folle. C'est vrai qu'on évoque très rarement le championnat russe dans le football, mais figurez-vous que lors d'un CSKA Spartak, l'atmosphère est au rendez-vous. Évidemment, avant et après le match, il y a des affrontements, ça dégénère à cause de cette fameuse origine sociale. Il y a énormément de bagarres en dehors des tribunes lors des jours de match, mais bon, je vais éviter de les poster. Je veux pas trop avoir de soucis avec la vidéo, mais pour les plus curieux d'entre vous, allez-y, faites-vous plaisir. On retrouve notre derby français à la 9ème position, l'Olympique Lyonnais contre l'AS Saint-Etienne. Je suis désolé pour les Lyonnais qui me regardent. Silvino a malheureusement cassé les phalanges de ses supporters pour rien. Sinon, bah, félicitations à vous les Stéphanois, tous bébés. Tous rich, tous bébés à l'ébé rich. Là aussi, l'origine est sociale. Ainsi, la ville de Saint-Etienne est considérée comme la cité ouvrière, tandis que Lyon l'est comme la ville bourgeoise. Avant, le derby était très violent, et au fil du temps, les violences ont diminué, et moins de débordements ont eu lieu. C'est pourquoi je l'ai mis à la 9ème place. La différence sociale est la raison phare de leur rivalité. On l'observe dans le public avec les chants, les tifos, les banderoles. Ainsi, en 2000, à Geoffroy Guichard, les Lyonnais avaient déployé cette fameuse banderole disant « Les Gaunes inventaient le cinéma quand vos pères crevaient dans les mines ». Ces tifos et banderoles sont effectivement là pour montrer sa supériorité dans les tribunes. 7 ans plus tard, les Stéphanois ont déployé une banderole disant « La chasse est ouverte, tuez-les ». Une banderole qui a eu des conséquences puisque le groupe l'ayant déployé fut condamné à une amende de 500 € avec sursis. Certes, de nos jours, comme je l'ai dit, ce n'est pas le plus violent, mais en tout cas, en France, c'est celui qu'on retient et donc il mérite sa place dans le classement. Et je passe le bonjour au Rhône-Alpin qui me regarde, dédicace. Cette fois-ci, on part du côté de la Pologne avec le Wisła Krakow contre Cracovia. Vous l'aurez compris, c'est le derby de la ville de Cracovie, la deuxième plus grande ville de Pologne après Varsovie, comme ça vous le savez. Les deux clubs de la ville ont été fondés en 1906. La rivalité est surnommée la guerre sainte et donc très ancienne, et c'est reconnu pour être le derby le plus violent de Pologne, mais également d'Europe. Quand les supporters s'affrontent, souvent ça finit par des utilisations d'armes blanches pour régler le conflit. Logiquement, à cause de ça, il y a eu plusieurs morts lors des confrontations, en particulier avec la mort d'un ultra de Cracovia en janvier 2011, assassiné par plus de 60 coups de couteau par des hooligans du Wisła. Et donc avec de telles conséquences, bah la rivalité elle s'aggrave encore plus. Et là tu te poses la question, mais Rara, d'où provient cette rivalité? Déjà, je l'ai mentionné, le derby est très ancien, ça date de 1906. Le derby de Cracovie n'a pas pu être joué à une époque suite à l'invasion de la Pologne par le Troisième Reich. C'était lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et l'URSS occupaient la Pologne, et donc ce n'est qu'en 1945 que le derby a pu reprendre suite à la mort d'Adolf Hitler. La communauté du Wisła Krakow est principalement composée de nazis, tandis que ceux de Cracovia sont juifs. Dans le public, c'est la guerre, les fumigènes fusent et sont principalement utilisés pour les deux équipes afin de se camoufler pour changer leurs vêtements et proférer leurs chants. Ils se cachent afin que le système de vidéosurveillance et que les supporters adverses ne les remarquent pas. Après la fin du match, les supporters cachent leur maillot sur leur manteau. Ainsi, dans la ville de Cracovie, personne ne porte les couleurs de leur club, que ce soit écharpe ou maillot, et si c'est le cas, eh bien ils peuvent finir comme l'ultra de Cracovia qui est assassiné. Les armes blanches sont entre guillemets autorisées à Cracovie, étant donné
noter que les deux clubs sont les seuls du pays à ne pas avoir signé le pacte de Poznan, qui consiste à interdire l'usage de toutes sortes d'armes lors des affrontements entre hooligans. Effectivement, l'hooliganisme est très présent en Pologne. S'il y a un touriste qui porte une écharpe d'un des clubs de la ville, ça peut très vite mal tourner pour lui, donc s'il y en a qui ont prévu d'aller à Varsovie, eh bah faites attention. En bref, l'utilisation courante d'armes blanches fait de ce derby l'un des plus dangereux d'Europe. On continue en Serie A avec là aussi des idéologies politiques qui séparent la ville de Rome en deux, à savoir l'opposition entre la Lazio Rome et l'AS Rome. On a d'un côté le club supporté par la plupart des Romains et le meilleur club de la ville. Pour le derby, l'AS Rome on a remporté 51 contre 37 pour la Lazio, et de l'autre nous avons le premier club de Rome fondé en 1900. Étant nettement plus ancien que l'AS Rome, la Lazio veut se montrer comme le premier et plus ancien club de la capitale. Comme je l'ai dit, oui, la rivalité et politique. Les fans de la Lazio sont généralement de l'extrême droite, tandis que ceux de l'AS Rome sont de gauche. Les Laziali sont beaucoup plus violents que les Romanisti, ils savent faire parler d'eux, ils ont déjà organisé un rassemblement fasciste, des drapeaux nazis sont représentés dans leurs tribunes, ils ont même détourné une image d'Anne Frank en mettant dessus le maillot de l'AS Rome pour vous dire à quel point ça va loin. Et ça ne s'arrête pas que dans les tribunes, sur le terrain également, puisqu'un joueur de la Lazio, Paolo Di Canio, avait célébré en faisant un salut nazi après avoir marqué lors d'un derby en 2005. De plus, la rivalité est aussi sociale, car les Romanisti viennent de milieux populaires, tandis que les Laziali viennent de populations aisées. On parle alors d'une rivalité sociopolitique. Les deux clubs partagent le même stade, le Stadio Olimpico. Évidemment, à chaque derby, ça déborde. Comme de nombreux derbys, ils se disputent pour la suprématie de la ville, d'autant plus qu'en Italie et à Rome, le football est omniprésent, c'est une religion, ça les affecte tellement que ça se transforme rapidement en violence. Il y a eu beaucoup de morts lors des confrontations, sinon forcément l'ambiance dans le stade elle est folle. On a d'un côté la Curva Sud, représentée par l'AS Rome, et la Curva Nord par la Lazio. On atterrit en Écosse en 16e position avec ce match opposant le Celtic Glasgow aux Rangers, le derby de la capitale d'Écosse nommé le Old Firm, derby qui sépare les deux clubs pour un conflit majoritairement religieux. Ainsi, les fans de Celtic sont composés d'une communauté catholique contre les protestants des Rangers. Si on prend les données entre 95 et 2007, 4 personnes ont été tuées et 60 personnes blessées suite aux motifs de religion. De plus, la rivalité est également politique. Le Celtic Glasgow est soutenu par des proches de la communauté irlandaise, tandis que les Rangers sont fidèles à la couronne d'Angleterre. D'ailleurs, petite anecdote, le Celtic Glasgow a failli se faire exclure de tout championnat s'ils continuaient de laisser flotter le drapeau irlandais dans leur stade. On connaît pour la plupart le gardien polonais Artur Boruc, qui évolue actuellement à Bournemouth et qui a dû faire face à la justice écossaise pour avoir provoqué les supporters des Rangers en faisant la croix catholique en 2006. Il est considéré comme le derby le plus violent du Royaume-Uni, un derby très passionnant. Si on jette un œil sur les palmarès des deux clubs, les Rangers dominent le championnat avec 54 titres contre 49 pour les Celtics. Alors certes, dans ce cas de figure, les Celtics sont en dessous de leur ennemi, mais eux ont remporté une Ligue des Champions en 67. Ah bah là, à mon avis, les débats footballistiques à Glasgow, ils doivent se rapprocher du niveau de la France. T'as le fan de Rangers qui dit « En championnat, on vous fume », et le fan de Celtic qui répond en disant « Ouais, mais nous au moins on a l'étoile ». Et ensuite, Rangers riposte en disant « Vous l'avez remporté il y a 52 ans, t'étais même pas né chacal ». Bon après, je sais pas s'ils disent chacal, mais... Et ça n'en finit plus, ça tourne toujours en rond, vous-même vous savez. Numéro 5, le Partizan contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Encore un derby de l'Est de l'Europe. Effectivement, on a vu un derby en Pologne, un derby en Russie, et maintenant c'est au tour de la Serbie, qui est d'autant plus violent, si ce n'est plus, étant donné qu'il est en 5ème position. Et bah écoutez, ouais, le football de l'Est est très violent à cause de leur histoire. Les deux clubs sont nés la même année, en 45, et ont joué dans le championnat de Yougoslavie avant sa disparition, dans le début des années 2000. Durant ces années de guerre, l'Étoile Rouge représentait le parti communiste de Yougoslavie, tandis que le Partizan, l'armée populaire yougoslave, de la politique règne dans l'Europe de l'Est. C'est valable pour ce derby également. Vous vous doutez bien qu'en Serbie, y a pas la LFP. Ah non, 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 non. Que des fumigènes pour chauffer le match et mettre la pression aux visiteurs. On l'a vu en Ligue des Champions l'année dernière. Jouer dans leur stade, le Maracana, c'est pas facile. Liverpool a été en grande difficulté contre eux. On se souvient de leur défaite 2-0 en Serbie. Alors oui, on avait vu que le Old Firm était considéré comme le derby le plus violent du Royaume-Uni, mais c'était sans compter celui de l'Est de Londres, East London Derby, opposant West Ham United au Millwall Football Club. Alors je sais pas si vous connaissez Millwall, club anglais qui évolue actuellement en 2ème division anglaise, donc en EFL Championship. C'est un club qui a une réputation assez mauvaise. La plupart du temps où le foot entend parler d'eux, c'est pour les violences causées par les supporters. En effet, les supporters de Millwall sont en grand nombre des hooligans, qui en plus d'être considérés comme les fans les plus violents d'Angleterre, sont également considérés comme des racistes. Eux-mêmes l'assument, personne nous aime, on s'en fout. Et sinon, footballistiquement parlant, Millwall c'est pas ouf. Leur dernier titre remonte en 2001, quand ils ont été champions de D2. Il y a rien d'incroyable là-dedans, mais bon, ils ont un meilleur palmarès que Payet. Bon,
en même temps c'est pas très compliqué. La dernière fois qu'ils étaient en première ligue, c'était lors de la saison 89-90. Bon bref, je m'éparpille un peu, mais c'était pour vous présenter un peu ce club qui n'est pas très connu au grand public. Déjà, faut savoir que les deux clubs sont très anciens. Millwall a été fondé en 1885 et West Ham 10 ans plus tard, en 1895. À son origine, le club Millwall a été fondé par des dockers, en gros des ouvriers portuaires, ceux qui travaillent au bord des navires. Vers la fin du 19e siècle, le quartier connaît une surpopulation de migrants étrangers qui débarquent par bateau entier, et c'est à ce moment-là que le racisme s'installe. Les supporters de Millwall se voient comme le dernier bastion de couleur blanche et de la classe ouvrière, et en 1905, une entreprise concurrente à Millwall crée le West Ham United FC. C'est donc au début du 20e siècle que la rivalité a commencé, et les supporters de Millwall n'ont pas tardé à montrer leur mécontentement par la violence. Attendez, on va faire un résumé rapide de leur violence, préparez-vous. Déjà, un an après la création de West Ham, un joueur de Millwall est projeté sur un panneau publicitaire en métal. En 1976, un fan de Millwall se suicide sous un train après une bagarre avec des hooligans de West Ham. Le lendemain de sa mort, des tracts sont distribués dans le quartier de Millwall disant « Un fan de West Ham doit mourir pour venger sa mort », mais s'il faut retenir une seule confrontation des deux clubs ennemis, c'est celle de 2009 à Upton Park, durant un match de la Coupe de la Ligue, donc en EFL Cup. Dès l'échauffement, un joueur de West Ham reçoit des cris de singe de la part du club adverse. Score final 3-1 pour West Ham. Suite à la victoire, les supporters de West Ham ont décidé d'envahir la pelouse pour chambrer les supporters adverses, et vous vous doutez bien que les fans de Millwall, ils ne sont pas restés passifs face à la provocation. Bilan, une vingtaine de blessés, un homme poignardé et une femme atteinte par une fléchette au visage. West Ham a reçu 115 000 livres sterling d'amende suite à cet incident. Voilà globalement à quoi ressemble une confrontation entre les deux clubs ennemis. Et encore, je n'ai pas cité tous les incidents, il y a eu pas mal de morts durant les affrontements, mais ça je l'ai pas évoqué en profondeur. Bref, tout ça pour dire que le hooliganisme est omniprésent dans le sud-est de Londres et il n'est pas prêt de s'arrêter. En troisième position, nous avons un derby réputé pour être extrêmement violent suite aux supporters turcs qui utilisent beaucoup la violence dans les matchs. Faut juste observer le nombre de cartons jaunes et de cartons rouges distribués au cours d'une rencontre pour se faire une idée. Ah mais les joueurs sur le terrain, ils s'en foutent. S'il faut briser une cheville en face, ils le feront. Tout pour la gagne. Ils feront tout pour que leur club remporte ce derby. Déjà, Fenerbahçe et Galatasaray sont les deux clubs de la ville d'Istanbul, avec Beşiktaş et éventuellement Başakşehir. Entre les deux principaux clubs stambouliotes, l'origine de la rivalité est sociale. Galatasaray était réputé pour être un club pour la classe aisée, tandis que Fenerbahçe était le club du peuple. Cette distinction sociale n'est plus très présente aujourd'hui, mais à l'époque c'était la principale source de conflit et de haine. Au début du 20e siècle, les deux clubs stambouliotes étaient amis car les joueurs se battaient ensemble pour sauver leur pays lors de la guerre d'indépendance, quand la Turquie était occupée par les Anglais et les Français pendant la première guerre mondiale. Ce n'est qu'après que ça a dégénéré, car Fenerbahçe était un club plutôt proche du pouvoir qui revendiquait les valeurs de l'indépendance, tandis que Galatasaray avait une image plus européenne. Ainsi, Fenerbahçe reproche à Galatasaray d'être le club traître de l'occupation. De plus, la rivalité est également géographique. Galatasaray se situe sur la rive européenne, tandis que Fenerbahçe sur la rive asiatique. Le premier gros derby ayant eu lieu était en 34. Deux joueurs se battent et ensuite ça déclenche une bagarre générale sur le terrain, chose que l'on voit toujours aujourd'hui, même si maintenant il y a des mesures de sécurité qu'il n'y avait pas auparavant. Kemal Belgin, ancien joueur de Fenerbahçe, avait déclaré: pour un fan de Fenerbahçe, perdre contre Galatasaray est un grand malheur, il souhaiterait plutôt mourir. S'il y a des Turcs qui passent par là, dédicace, dites en commentaire si vous êtes plus Gala ou Fener, mais tranquille, vous battez pas, déjà qu'on est assez servi en tribune. Qui a dit que la Grèce n'était pas un pays de foot? Pour les autres villes, je sais pas, je me suis pas renseigné, mais en tout cas à Athènes, c'est chaud bouillant. Le derby d'Athènes, ou autrement nommé le derby des éternels ennemis, oppose les deux clubs de la capitale. D'un côté, nous avons le Panathinaikos, surnommé Pana, créé en 1908 dans le centre de la cité grecque, qui représente le club de la haute société, et de l'autre, l'Olympiakos, créé en 1925, représentant le club de la classe ouvrière. Nous avons affaire à une rivalité principalement sociale encore une fois. La rivalité est fortement renforcée par ce clivage social, et elle dépasse même le football, puisqu'on trouve cette rivalité dans d'autres sports comme le basket, le volley ou même le waterpolo. Et ouais, des fumigènes peuvent éclater dans un derby au waterpolo, je te laisse imaginer la scène. Regardez ces images. Il y a même eu plusieurs débordements pour ces deux derniers sports, où les hooligans rentraient sur le terrain, parce que oui, quand on entend le terme hooligan, on se réfère pour la plupart du temps aux supporters anglais. En tout cas, ces deux clubs ennemis partagent l'hooliganisme grec,
Panathinaikos. Il s'agit sans doute du derby le plus violent dans la rivalité multisport. Par exemple, un supporter du Pana a été poignardé en 2007 dans un derby en volley féminin. Non mais on est où là? Mais attention, la violence ne se limite pas qu'aux supporters. Ah non non non. Autre exemple, en 2002, après un penalty sifflé en faveur de l'Olympiakos, les joueurs, le staff et le président du Pana ont envahi le terrain pour frapper l'arbitre. Regardez-moi cette ambiance dans les stades de football, elle est juste sublime. Leur pays étant touché par la crise économique, les Grecs trouvent refuge dans le football. Concernant le palmarès, c'est l'Olympiakos qui domine avec 44 titres remportés contre 20 pour le Panathinaikos. Quand la bourgeoisie d'Athènes s'oppose aux prolétaires, forcément ça crée des tensions. Et enfin, nous avons le plus gros derby, le plus violent dans le football. Actuellement, rien ne le dépasse. Le Super Classico serait considéré comme l'un des 50 événements sportifs à voir avant de mourir. Les deux clubs se situent dans la capitale d'Argentine, Buenos Aires, et également dans le même quartier, le quartier de la Boca. River Plate a été fondé en 1901 et Boca Juniors a vu le jour 4 ans plus tard, en 1905. Le club de Boca Juniors a été fondé par des immigrés génois de la ville de Gênes en Italie. C'est pourquoi le club de Boca Juniors a pour surnom Xeneize, ce qui signifie génois, pour les rendre hommage. En 1925, River Plate quitte le quartier de la Boca pour se rendre à Núñez, un quartier au nord de Buenos Aires, reconnu comme étant plutôt riche. Cela a donc permis à River Plate d'enchaîner les victoires, contrairement aux Boca Juniors car ils étaient beaucoup moins riches. River avait donc un avantage économique sur Boca. D'ailleurs, ça vient de là leur surnom Millonarios, en raison de leur richesse. Vous l'aurez compris, la rivalité est encore une fois sociale, une histoire de lutte des classes entre les habitants de Buenos Aires. Les confrontations entre les deux clubs dégénèrent toujours, on ne peut pas échapper à la bagarre. Par exemple, lors d'un match en 31, à la suite de bagarres générales entre les joueurs, le match fut arrêté après 65 minutes de jeu. Ensuite, des fans de River Plate auraient brûlé le drapeau de Boca Juniors. Ces deux éléments ont énormément aggravé la rivalité. Sinon, au niveau de l'ambiance, c'est probablement le derby avec la meilleure ambiance. Ah bah oui, il n'y a pas la LFP en Argentine. Que ce soit à la Bombonera ou au Monumental, l'ambiance est unique. Et si tu veux en savoir plus sur ce derby incroyablement chaud, je t'invite à aller voir ma vidéo en question sur le Super Classico où toutes les informations sont détaillées. Et donc voilà, c'était les rivalités les plus violentes dans le football. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça m'avait vraiment manqué de produire du contenu. J'y pouvais pas grand chose pour mon absence. Après aussi, j'avoue que les cours cette année c'est un peu plus compliqué, du coup je m'accroche un peu plus. Mais bon, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Si vous aviez pu passer un bon moment devant la vidéo, et c'est tout ce qui compte pour moi. Si vous avez d'autres derbys chauds à ajouter, allez-y en commentaire. Pour ma part, j'ai retenu les 10 plus importants. J'espère aussi que vous avez pu apprendre des choses sur les derbys, sur l'histoire. C'est le but de mes vidéos, de vous faire apprendre des choses sur ce sport magnifique. En tout cas, si la vidéo t'a plu, pose ton like, un petit commentaire. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!